Bonjour à tous, alors aujourd'hui je veux vous parler d'éducation financière. J'ai fait une première vidéo où je dénonce ce que les industries pharmaceutiques nous cachent et le pouvoir des remèdes naturels. Et aujourd'hui j'aimerais parler de tout ce qu'on nous cache au sujet de l'argent et pourquoi tant de gens luttent financièrement. Alors contrairement à mon podcast où je raconte mes expériences personnelles, ici dans ces vidéos face cam sur YouTube, j'aimerais en fait vous transmettre ce que j'apprends à travers mes lectures. Je ne donne pas du tout mon point de vue personnel, je transmets juste ce que j'apprends et d'ailleurs vous pourrez retrouver toutes les sources que je cite et dans le livre que je vais vous citer ci-après. Aujourd'hui, je veux vous parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui m'a chamboulé, qui m'a éduqué et qui m'a fait prendre plein de prises de conscience. Déjà, j'ai compris que la richesse ne venait pas de la simple volonté de vouloir faire de l'argent, mais qu'elle venait principalement dans le fait de s'éduquer financièrement. Depuis l'enfance, on nous fait croire que être riche, c'est réservé aux privilégiés, et la plupart des gens vont malheureusement passer toute leur vie avec cette croyance. Mais moi, j'ai décidé de voir les choses autrement, j'ai décidé de voir les choses plus grand, j'ai décidé de m'éduquer. Après, évidemment, richesse, ça va fluctuer en fonction des personnes et des besoins de chacun. Moi, quand je parle de richesse, je parle d'indépendance financière. Je voudrais quand même faire un petit disclaimer. Déjà, je voudrais dire que je ne juge personne qui travaille pour un employeur, puisque moi-même je le fais en ce moment. Mais la différence avec mon intention de maintenant de continuer à travailler, c'est vraiment dans un but de m'éduquer financièrement et de devenir financièrement indépendante. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne juge vraiment personne par rapport à tous les éléments que je vais citer après, parce que moi-même j'étais endormie, moi-même j'en avais pas conscience, et c'est en apprenant ces choses que je me suis réveillée et qu'en fait maintenant tout naturellement j'ai envie de le transmettre à mon tour. Donc on va tout de suite commencer par la partie 1 qui est l'école, là où toutes les croyances commencent. Donc pourquoi tant de gens sont talentueux, réussissent professionnellement, mais luttent financièrement? Parce que tout simplement, l'école ne nous éduque pas financièrement, elle nous forme à suivre la masse et à rentrer dans un moule. Je pense que vous avez déjà tous entendu cette phrase à l'école, si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne vas pas réussir professionnellement. Parce qu'en fait, l'école nous pousse à suivre des procédures vraiment précises, des règles, et elle bloque notre créativité. Elle nous forme en fait à devenir de très bons employés, mais pas de bons employeurs. D'ailleurs, on se rend très vite compte que tout ce que nous apprenons n'est pas vraiment applicable dans le monde réel et on n'apprend pas du tout le pouvoir de l'argent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des millions d'étudiants qui vont sortir des écoles, qui vont trouver un emploi, qui vont peut-être réussir professionnellement, mais qui vont passer leur vie à lutter financièrement. Parce qu'en fait, ils vont faire ce qu'on leur a appris, c'est-à-dire trouver un emploi sécurisé et travailler dur pour gagner de l'argent. Ils vont se concentrer sur chercher un travail avec un bon salaire et des avantages qui sont très bien sur le court terme, mais souvent catastrophiques sur le long terme. Du coup, le monde est rempli de gens talentueux mais pauvres, ils ont des difficultés financières et sont payés bien moins que ce qu'ils sont capables de faire, non pas pour ce qu'ils savent, mais pour ce qu'ils ne savent pas. Parce que ce qui manque dans l'éducation, c'est pas comment gagner de l'argent, mais comment gérer l'argent. Ça s'appelle l'aptitude financière. Une fois que je gagne de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour empêcher les autres de me le prendre? Comment je fais pour que l'argent travaille pour moi? Comment le conserver plus longtemps? Alors maintenant, on va pouvoir passer à la partie 2, c'est les conséquences de ce manque d'éducation financière, c'est-à-dire que les gens sont dans la peur et la survie. Le problème de ne pas avoir d'éducation financière, c'est que les gens vont courir après un chèque de paie, vont courir après l'argent et sans se demander vraiment de qu'est-ce qui se passe, d'où viennent toutes ces pensées influencées par la peur. Et en fait, c'est comme l'image d'un âne qui tire une charrette avec son maître qui lui tend la carotte. L'âne va avancer en voulant en fait atteindre la carotte. Donc en fait, il va avancer dans cette illusion, mais le lendemain, il va avoir une nouvelle carotte. Et c'est exactement comme ça dans le monde de l'argent, c'est que les personnes vont se lever tous les matins en espérant en fait atteindre cette carotte qui est l'argent et pouvoir se payer les choses dont ils rêvent. Mais le problème c'est que tous les jours ça va être l'illusion de recommencer la même chose et plus les personnes vont gagner de l'argent, plus la carotte va être chère, donc plus ça va être des bateaux, des produits de luxe. Et donc en fait, au lieu d'admettre la vérité sur ce qu'ils ressentent, ils vont réagir à leurs émotions et donc ils vont aller travailler et gagner plus en espérant que l'argent va calmer leur peur. Et ce n'est pas du tout ce qui arrive, ça va même, certaines personnes sont même hantées par ces problèmes d'argent
la nuit, et donc ils vont quand même continuer chaque jour à aller continuer à travailler en espérant voilà, qu'à un moment donné ça s'apaise. Et finalement la peur les garde dans le piège d'aller travailler et d'aller gagner de l'argent. Et donc l'argent contrôle leurs émotions et leurs âmes. D'ailleurs, l'auteur donne un exemple hyper intéressant, c'est qu'un Américain moyen travaille 5 mois pour le gouvernement. Donc plus vous travaillez, plus vous payez le gouvernement. Donc pour résumer, pour une personne lambda qui est employée et qui a acheté une maison, elle va passer sa vie à travailler pour son employeur et à l'enrichir. Ensuite, elle va passer sa vie à payer pour le gouvernement. Et ensuite, elle va passer sa vie à payer pour les banques pour rembourser son prêt suite à la maison, voiture, etc. Du coup, pour conclure, à cause du manque d'éducation financière et de la peur émotionnelle, il y a beaucoup trop de personnes qui passent leur vie à s'occuper des affaires des autres, à les enrichir au lieu de s'enrichir personnellement. Alors après avoir énuméré voilà la problématique et les conséquences de tout ça, j'aimerais proposer des pistes de solutions pour sortir de ce cercle vicieux que j'ai trouvé dans le livre à partir de ce que l'auteur a partagé et que je trouve vraiment très pertinente. Déjà, l'auteur dit que si vous voulez vraiment sortir de ce cercle vicieux, et que vous voulez tenir dans le temps, il faut vraiment identifier ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. C'est très important d'avoir vraiment cette force mentale parce que le chemin n'est pas linéaire et il va avoir des embûches et que si on ne sait pas le pourquoi on fait ça, eh bien on pourrait être amené à vite abandonner. Donc lui, l'auteur, ce qu'il partage dans ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas passer sa vie à avoir un emploi sécurisé avec une maison en banlieue, il ne veut pas reproduire ce que son père a fait. Il ne veut pas en fait travailler sa vie à être dans une carrière au détriment de passer du temps avec ses proches et en plus de payer pour le gouvernement. Par contre, ce qu'il veut, c'est qu'il veut avoir un style de vie libre, qu'il veut choisir, il veut être libre de voyager comme il veut que son argent travaille pour lui et surtout, il veut avoir le contrôle sur son temps. Et en fait, comme l'auteur dit, il faut vraiment avoir des raisons émotionnelles d'entreprendre ce chemin. Et c'est ce qui va en fait faire en sorte qu'on va tenir dans le temps. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment comprendre la différence entre des actifs et des passifs. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, les passifs retirent l'argent de votre poche. Donc par exemple, un actif, c'est vous louez un bien immobilier, le loyer qui est reversé par les locataires et votre bénéfice, c'est votre actif. Ou par exemple, vous avez une entreprise qui crée de l'argent, voilà, tout ça, c'est des actifs. Un passif, c'est vous avez une maison, un bien immobilier et vous devez payer un crédit. Là, ça va être directement prélevé de votre salaire, vous n'avez aucun argent qui rentre. Pour comprendre un petit peu mieux la différence entre les actifs et les passifs, il dit que les personnes riches achètent des actifs et les personnes pauvres achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. En fait, c'est exactement ça. La société nous fait croire depuis notre plus tendre enfance que il faut acheter une maison, que ça va être notre plus gros investissement et que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'enrichir. Au final, la classe moyenne se retrouve dans un état constant de lutte financière parce que leur seul revenu, le revenu principal, c'est le salaire et donc elles vont payer en fait toutes ces dettes à partir de leur revenu principal qui est le salaire. Et quand par exemple elle va vouloir faire des travaux ou agrandir une maison ou améliorer quelque chose, ça va toujours être fait à partir de leur salaire, de leur revenu principal. Il dit qu'en fait, ces personnes, elles traitent leur maison comme un actif au lieu d'investir dans des réels actifs qui va leur générer de l'argent, des bénéfices, et que grâce à ces bénéfices, pourraient mieux améliorer leurs conditions de vie et pouvoir du coup investir dans les choses comme voilà l'aménagement, l'agrandissement. Donc l'auteur ne dit pas qu'il ne faut pas acheter de maison, il dit juste qu'il faut vraiment bien comprendre la différence entre un actif et un passif et que si vraiment on veut acquérir des nouvelles choses, eh bien il faut d'abord s'intéresser aux actifs, investir de l'argent, quitte à rester dans un rythme de vie et dans des conditions de vie qui sont un peu plus restreintes, un peu plus voilà limitées et des conditions un peu plus rudimentaires, mais qu'ensuite, quand on va vraiment s'enrichir pour de vrai, on va pouvoir à ce moment-là, grâce à ces bénéfices, investir dans une maison ou dans des choses qui nous font rêver en tout cas. D'ailleurs, l'auteur fait une distinction qui est très intéressante entre les pauvres et les riches, c'est qu'il dit que les riches vont acheter le luxe en dernier et que les pauvres vont acheter le luxe en premier.
Donc on voit souvent voilà, ces personnes un peu pauvres, classe moyenne, qui vont gagner de l'argent soudainement et qui vont directement acheter voilà, des bijoux de luxe, des sacs de luxe, des produits de luxe pour en fait impressionner les autres, mais à la fin vont s'endetter et rester dans la même situation. Alors que les riches, eux, vont vraiment attendre de s'enrichir pour de vrai grâce à ces actifs-là. Et quand ils vont atteindre vraiment ce niveau de vie de riche et stable, c'est à ce moment-là qu'ils vont investir dans des produits de luxe. D'ailleurs, je regardais une vidéo hier d'une personne qui disait que elle gagnait 1 million d'euros et à ce moment-là, elle avait gardé son appartement et son tout petit appartement et dépensé à peu près 2000 euros par mois. Elle avait continué en fait un rythme de vie vraiment limité. Et c'est quand cette personne elle a atteint les 10 millions d'euros que là, elle a commencé du coup à investir son argent pour que l'argent travaille pour elle et qu'ensuite, grâce à tous ces actifs qui rentraient, cette personne s'est permise d'améliorer son rythme de vie et d'acquérir des choses voilà, plutôt de luxe. Un autre point hyper important à souligner, c'est oser étudier des choses qui ne nous intéressent pas. L'auteur donne un exemple hyper concret avec McDonald's. Il demande à sa classe d'élèves, selon vous, combien d'entre vous peuvent faire un meilleur hamburger que McDonald's? Et la plupart des élèves lèvent la main. Et du coup, il leur demande, mais selon vous alors, puisque vous savez faire un meilleur hamburger que McDonald's, pourquoi McDonald's est plus riche que vous? Et la réponse est évidente, c'est que McDonald's excelle dans les systèmes commerciaux. D'ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup trop de gens sont talentueux mais pauvres, c'est parce qu'ils passent beaucoup trop de temps à la construction de l'hamburger au lieu de s'intéresser aux systèmes commerciaux. Ils n'en savent presque rien. Donc ce que l'auteur conseille, c'est qu'au lieu de chercher un travail et de travailler pour l'argent, c'est en fait de se dire que je choisis mon travail pas pour l'argent, mais pour la compétence que je veux acquérir dans le but de m'émanciper financièrement. En fait, regarder au bout du chemin qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux aller, et ensuite je vais choisir mon travail pour en fait développer mes compétences dans ce domaine-là. Il propose aussi voilà, de faire des formations pour s'émanciper de la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur du manque d'argent. Il y a plein de formations qui offrent ce genre de choses maintenant. Ou alors aussi, il dit qu'on peut avoir notre travail principal qui est peut-être notre travail alimentaire pour avoir cette stabilité financière, mais du coup acquérir un deuxième travail pour en vue en fait d'améliorer la compétence visée. Le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est investir en soi pour faire confiance à son intérieur. Parce qu'en fait, beaucoup trop souvent, les personnes, au lieu d'écouter leur sagesse intérieure, leur génie intérieur, qui ne demande qu'à être exploré, qu'à être réveillé, les personnes vont suivre ce qu'on leur a appris. C'est-à-dire suivre la foule, faire ce qu'on leur a dit de faire, donc diversifier, acheter une maison parce que c'est le plus gros investissement qu'on peut faire, ne pas prendre de risques, trouver un travail sécurisé, etc. Le piège, c'est qu'un emploi n'est qu'une solution à court terme pour des problèmes à long terme. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans la tête et c'est des problèmes à court terme, c'est-à-dire payer leurs factures à la fin du mois. Et donc en fait, l'argent contrôle leur vie, ou on pourrait même dire l'ignorance contrôle leur vie parce qu'ils ne sont pas éduqués financièrement. Parce que s'ils commençaient à s'éduquer, ils verraient les choses autrement et ils ne resteraient pas dans ce cercle vicieux. En fait, ils font exactement ce que leurs parents leur a appris, sans réfléchir à une autre façon de faire, et en fait, la peur les contrôle et les garde dans ce cercle vicieux. Donc pour conclure ces trois parties, on rentre dans un système qui nous fait rentrer dans un moule et qui nous bloque de notre créativité. On n'a plus conscience de notre pouvoir intérieur, on rentre dans un cercle vicieux qui nous pousse à servir une petite partie de la population qui s'enrichit. Comme on est dans la peur émotionnelle, on cherche à travailler plus pour gagner plus. Et la finalité, c'est qu'on s'endette et on enrichit le gouvernement et les employeurs. Donc pour sortir de ce cercle vicieux, déjà, il faut prendre conscience de tous ces éléments et je trouve que c'est déjà un énorme pas parce que beaucoup de personnes mettent des œillères et ne veulent pas le voir parce que ça fait trop peur. C'est beaucoup de risques et c'est pas ce qu'on leur a appris à faire, donc c'est très chamboulant. Identifier ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, s'éduquer financièrement et enfin investir en soi pour se reconnecter à notre pouvoir créateur. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Moi en tout cas, je compte bien continuer à faire ce genre de vidéos éducatives qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.